La vérité éclate enfin sur Black Panther 2 puisqu'il y avait un artiste des effets spéciaux entièrement consacré aux déjections des poissons, celles qui flottent dans l'océan, enfin quand ils arrivent à chier entre deux continents de plastique, c'était pour que les paysages sous-marins fassent vrai. Donc concrètement il y avait un artiste qui passait ses journées à faire de la merde en effets spéciaux. Donc j'ai trois questions. La première, elles sont où les déjections de Namor? La deuxième, est-ce qu'elles ont des petites ailes? Et la troisième, pourquoi avoir employé cet homme, cet artiste sur la série She-Hulk et sur les concepts de Scar, puisque clairement ça veut dire look d'éjection dans sa propre langue. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 377e JT Comics, et méfiez-vous, si vous vous apprêtez à voir Avatar 2, 3h12 de film, si vous buvez un petit peu trop avant la séance, la voix de l'eau ça va clairement être entre vos cuisses, toute chaude, donc pensez à aller aux toilettes, et puis il est temps pour nous de nous mettre plutôt sur la voie des news de la semaine. Bleu Ekimose. Mais qu'est-ce qu'il a James Cameron? Est-ce qu'il voulait à tout prix scénariser du mystique, du Diablo, faire un spin-off sur Yondu pour être aussi énervé contre Marvel et créer ses propres petites créatures toutes bleues? À ce compte-là, si Peyo était encore des nôtres, il n'arrêterait pas de tracher Marvel avec ses propres schtroumpfs, et même mon beau-frère, quand il a les chouquettes couleur Dr Manhattan à cause de leur délire bizarre avec ma sœur. Bref, James Cameron aussi, il est ultra chaud, il ne manque pas une seule occasion de mettre des grosses baffes à l'univers cinématographique Marvel, ça fait des années que ça dure, et parmi les sorties les plus récentes, il avait déclaré que les gens seraient fatigués de voir ces histoires de mâles à grosses gonades sans famille qui passaient leur temps à détruire des villes pendant plus de 2h30. Il avait aussi déclaré que c'était pas une façon de faire du cinéma que de montrer ces gens dont le comportement n'était pas du tout influencé par le fait qu'ils aient des enfants ou non, contrairement à la vie réelle, et qui passaient leur temps, peu importe leur âge, à se comporter comme des gens qui vont à la fac. Rappelons quand même qu'il avait scénarisé, qu'il devait réaliser un film Spider-Man dans lequel il y avait une scène de sexe où Peter Parker entoilait Mary Jane Watson contre un pont avant de la prendre dans tous les sens d'araignée. Bon, là, la dernière baffe en question, c'est quand il dit que les effets spéciaux sont bien meilleurs dans Avatar 2 que dans le MCU. Bon, ils ont quand même failli aller faire du motion capture sur une vraie baleine. Alors j'en entends au fond qui a dit oui, moi aussi je suis souvent allé à la plage avec mon ex et on m'a jamais remis un Oscar pour ça. Bon, déjà, c'est pas très gentil, un petit peu comme quand Cameron arrive sur comicbook.com et qu'il dit vous inquiétez pas, je vais pas clasher ni Marvel ni DC, et que quelques secondes plus tard, il se retrouve à dire que les émotions, le niveau d'émotion faciale des personnages qui ne sont que synthétisés par l'ordinateur est incroyable. Il dit ne venez même pas me parler de Thanos, c'est incomparable, alors qu'en fait c'est le même studio qui réalise les émotions faciales de Thanos et les effets spéciaux d'Avatar 2, c'est la Weta. Et petit conseil, James Cameron et Marvel devraient plutôt se faire la guerre pour savoir qui permet aux artistes des effets spéciaux de travailler dans les meilleures conditions, puisque aussi bien sur Avatar 2 que sur les productions Marvel, les artistes se plaignent de toutes les conditions de travail, le salaire ainsi que les burn-out et le crunch time comme on dit dans le langage moderne. Et en même temps Marvel, calmez-vous, puisqu'on sait que vous avez proposé le film Thor Love and Thunder pour les Oscars dans plusieurs catégories, notamment la catégorie meilleur film. Alors moi c'est en le regardant que j'ai eu l'impression d'avoir un Oscar, mais je vous dis pas dans quelle cavité. Putain Marvel, putain, je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette guéguerre entre les réalisateurs et le gros studio Marvel, et si vous allez aller voir ou non Avatar 2 dans les commentaires. Alerte rouge. La news qui me met le joystick en demi-molle au carré, c'est celle où on voit que Dark Horse et Mike Mignola collaborent avec le studio de jeux vidéo Upstream Arcade pour nous proposer un jeu orienté action, aventure, j'espère beat them all, dans l'univers d'Hellboy, avec Hellboy en protagoniste principal, ça s'appelle Web of Weird, donc Web c'est les fils, la toile, Weird c'est un dieu, une divinité associée au destin, donc tout va être relié. Hellboy part chercher un agent qui a disparu du BPRD, il va se retrouver face à un loup-garou apparemment. Il était temps qu'il voit un petit peu le loup. Alors je connais pas du tout le studio ni leur titre western tir précédent qui s'appelait West of Dead, je vous laisse me dire si jamais ça sent bon ou pas trop, mais en tout cas la patte graphique essaye d'être respectée et ça fait plaisir. Il me tarde d'y jouer, moi qui essaye d'ignorer depuis quelques semaines que God of War 5 est sorti, tout simplement parce que j'ai pas le temps en ce moment. Miles versus le monde. Aïe aïe aïe, même chez les araignées, les repas de famille peuvent être houleux puisqu'on en sait plus désormais sur les deux prochains films Into the Spider-Verse, dont on a eu droit à la bande-annonce, et on sait que Miles Morales va se retrouver dans une position assez délicate quand il va s'opposer aux autres Spider-Man, aux autres Spider-Woman, puisqu'il n'est pas d'accord sur la façon de gérer un nouveau vilain et la façon de sauver le multivers, ce qui est le but des autres gardiens du multivers. Donc on verra, et on nous dit qu'il va redéfinir ce qu'est être
être un héros pour sauver les personnes qu'il aime le plus au monde. J'espère qu'on parle de Tante May, pas de sa blonde, la mif avant les meufs, enfin plutôt ma meuf idéale avant sa meuf qui dévale. Et attention, petit spoiler sur le vilain, puisqu'on sait désormais que c'est le vilain de Herb Tramp et Al Milgrom, The Spot, donc la tâche qui va être un des antagonistes principaux des 2 prochains films, et donc celui qui a commencé comme une expérience ratée. Du coup, il a le look du 102e dalmatien, mais il a le corps plein de portails. Ça va plaire aux amateurs du jeu de Valve, et donc il peut se téléporter, ça peut lui faire des vraies dingueries, ça peut être un adversaire tout à fait redoutable. Il peut vous mettre dans une boucle temporelle et vous faire tomber un petit peu comme le Doctor Strange avec Loki, sauf que lui, il peut vous faire tomber beaucoup plus d'une demi-heure. Il est en mode cruel. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de la bande-annonce du prochain petit ovni de chez Sony dans les commentaires. Tabula rasa. Bon, je vais pas vous faire comme tous les journaux télé en ce moment, qui vous expliquent qu'on est en hiver, qu'il fait froid, que le froid, ça fait froid, non, mais on va quand même faire un petit point météo avec les 2 cataclysmes qui secouent l'actu ciné de la semaine, notamment la Warner, puisque c'est tout d'abord le premier, la Warner, les frères Warner, qui s'opposent aux frères Johnson, les quintuplés, Dwayne, ses 2 cuisses et ses 2 bras. C'est un match de catch assez improbable, et puis celui de la table rase que feraient James Gunn et Peter Safran pour leur nouvel univers d'ici en construction, qui interroge beaucoup de fans, sauf que le principal intéressé a réagi en disant que dans les rumeurs il y avait du vrai, il y avait du faux, il y avait du à moitié vrai, à moitié faux, et puis il y avait des choses qu'ils n'avaient pas décidé encore si elles étaient vraies ou si elles étaient fausses. Et donc on va se faire un petit bingo, et vous allez me dire les rumeurs que vous préférez parmi toutes celles-ci. Tous les projets liés à l'univers de Batman de Matt Reeves seraient comme un pédophile qui fait de la télé ou de la politique, à savoir complètement intouchable. Ça pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. Le temps de Gal Gadot en Wonder Woman serait complètement révolu. Je vois quelqu'un qui essuie une larme. C'est quoi? Tu t'es tiré un poil de nez? T'es allergique? C'est des larmes de joie peut-être? Il n'y aurait plus de Jason Momoa en Aquaman, mais l'acteur troquerait son trident pour des chaînes et un crochet bien gros, bien aiguisé, le genre de crochet qui met l'accent plutôt sur le Pan que sur le Peter Pan, puisqu'il incarnerait le Lobo du nouveau DC Universe. Et Henry Cavill ne serait peut-être pas tant de retour en Superman que ça. Il songerait même à couper le caméo de Superman dans The Flash, contrairement à ce que crie sur tous les toits Dwayne The Rock Johnson, qui énerve les exécutifs de la Warner avec son comportement de fan hystérique d'Henry Cavill qui passe son temps à taper scène, baignoire, The Witcher non censuré sur YouPorn. Ça part en machination puisque la Warner accuserait la team Johnson d'avoir publié des faux chiffres basés sur des estimations assez lâches sur la profitabilité du film Black Adam, puisque Johnson a dit que ça faisait 50, 100 millions de profits alors que la Warner peinerait à rentrer dans son budget, ce qui rend une suite assez improbable. James Gunn tweet, promet pourtant que Superman reste l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse priorité de ce nouveau DCU. Donc on sait qu'il y a le projet écrit par Ta-Nehisi Coates, chaperonné par J.J. Abrams. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On verra. Le film The Flash servirait donc à ce à quoi sert ce personnage dans l'univers d'ici, à savoir à faire un reboot, soft, hard, j'en sais absolument rien. Parmi les mauvaises nouvelles qui m'ont mis rouge de colère, eh bien on sait qu'il y a un Batman Beyond qui a été complètement zigouillé par la Warner, avec Michael Keaton, avec le retour en plus, et il venait raviver la flamme avec Catwoman, Michelle Pfeiffer, autour d'un dîner mi-insecte, mi-whiskas. Puis on reste dans les animaux et gare aux gorilles, avec un tweet qui fera plaisir à mon poteau Bruno Bessadi qui vient de boucler le tome 2 de L'Ogre Lion qui sortira en début d'année prochaine. Mais James Gunn a déclaré qu'il n'y aurait pas de limite sur les gorilles dans ce nouvel univers d'ici, ce qui lance les plus folles rumeurs au sujet de l'adaptation du GL Ape, où quand toute la Justice League s'est fait gorillifier. On est dans le fantasme, donc faites comme si cette barbe c'était celle du Père Noël, et faites-moi votre top 3 des rumeurs que vous voulez voir se réaliser dans les commentaires. Entre 4 planches. Et puis une actu comics aussi dense qu'un dépistage sérologique de Bane, et on commence avec une petite mise en bouche qui pourrait bien se terminer en dîner très très copieux, puisque Donny Cates et Greg Capullo font état de quelque chose qu'ils feraient ensemble, un projet pour Marvel. Greg Capullo revient chez Marvel après de nombreuses années, puisqu'il avait débuté là-bas avec du Quasar, avec du X-Force et d'autres choses. Nul doute qu'avec ces 2 icônes débordant d'énergie, ça sent le heavy metal et le power chord, il me tarde de voir ça. Et puis on reste dans l'icône, un peu moins débordante d'énergie, puisque c'est Stan Lee dont on aurait fêté le 100e anniversaire, et Marvel Comics lui rend hommage dans toutes ses publications avec un dessin d'Umberto Ramos très joli, avec toutes les co-créations de Papy Moustache. Moi ce qui me dérange un petit peu plus, c'est le Moleman qui a l'air de vouloir bouffer sa taupinière, c'est un petit peu gênant. Puis retour vers le futur chez Marvel, puisque l'éditeur nous ramène à une époque où Venom répondait des yeux, un foie, des poumons quand on lui demandait ce qu'il voulait bouffer en apéro. David Michelini revient à sa co-création avec un récit intitulé Protecteur mortel, le numéro 2 en gros. Ça sera illustré par Farik
Karami, et ça se situera dans le passé du personnage, puisque vous savez qu'il a bien évolué, notamment grâce à Donny Cates, et il va devoir être confronté à Fatalis, rien que ça. Et puis retour tout court, puisque vous le savez, le système de santé est en état de délabrement entre pénurie de médicaments, déserts médicaux, tout ça, donc le docteur revient, le Docteur Strange, un vert comme une petite carte vitale, après une petite période de sieste plus communément appelée la mort chez Marvel Comics. Ça sera par l'artiste Pascal Ferry et le scénariste Jed MacKay. On va voir un petit peu comment il va être de retour en tant que sorcier suprême. On a aussi le retour du Beyonder qui aime bien faire galérer les Vengeurs depuis 1984 avec les premières guerres secrètes, donc il revient faire ce qu'il sait faire de mieux dans une mini-série Avengers Beyond par Derek Landy et Greg Land, tant pis. Chez DC Comics, double dose de Superman avec tout d'abord Mark Millar qui dit que le projet qui lui trotte dans la tête depuis des années va se faire chez DC Comics, à moins que ça ne soit qu'un coup de pub pour son prochain titre Millar World Netflix, qui s'intitule The Ambassadors, qui va raconter l'histoire de 8 millions d'êtres humains. On a craqué le génome, ça y est, et donc 6 personnes vont pouvoir être choisies pour être des super-héros. Comment est-ce qu'on les choisit? Un titre qui ne devra avoir besoin d'aucun autre coup de pub que la liste des artistes impliqués qui s'affiche à l'écran, Travis Charest, Matteo Scalera, Olivier Coipel, Frank Quitely, pour ne citer que. Et puis ce qui est sûr, c'est que l'équipe derrière le très bon run sur Deathstroke, Christopher Priest et Carlo Pagulayan, se réunit pour une mini-série Superman Lost, dans laquelle le pitch est assez génial, puisqu'on voit Superman partir en mission dans l'espace, revenir très peu de temps après, sauf que lui, il a passé 20 ans dans l'espace. Loïs, elle se retrouve face à un total inconnu. DC le décrit comme une odyssée à la solitude, un petit peu comme dans les vestiaires de l'équipe de foot du Qatar, quand ils ont compris qu'ils étaient encore meilleurs endroits de l'homme qu'en football. Lisez, cette semaine je me suis régalé avec le second gala des damnés des X-Men, Emma Frost, enfin il y a plein de dingueries, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est pas encore sorti en VF, mais vraiment cet univers des X-Men, même post Jonathan Hickman, me régale totalement. J'ai eu le temps d'aller voir un film et je me suis régalé, on l'a dévoré, c'était Bones and All avec Timothée Chalamet, moi c'est Rocket Raccoon en vrai pour moi. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça bien raconté évidemment, donc ça parle d'amour et de cannibalisme. Il y a un type à côté de nous qui, je pense, pensait voir Love Actually, il était à 2 doigts de Bégère, ça m'a fait beaucoup rire. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir aussi sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre possible. Sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, où je poste un petit peu plus, un rythme un petit peu plus soutenu en ce moment, donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Camoulox du jour, les extensions capillaires de James McAvoy pour son rôle du professeur Xavier dans X-Men lui ont pris 18 heures de pause. Il a commencé avec la tête de McAvoy, il a fini avec la tête de Ian McKellen, le type. Sauf s'il nous fait marcher, puisqu'à ce compte-là, mieux vaut aller, même en roulant, jusqu'en Turquie pour se les faire poser proprement.